d'accueillir Xavier Moreau, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous depuis la Russie, qui a 2 heures de décalage avec nous, donc chez lui, il est 22 heures. Alors, bienvenue Xavier, bienvenue à tous les trois, à mes 3 fidèles camarades. Commençons par toi Xavier, dis-nous comment tu vas, et puis on va faire le tour d'écran traditionnel pour se donner un petit peu les humeurs du jour en cette belle journée d'automne. Alors, le micro... Oui, Xavier, tu as fermé ton micro. Écoute, tout va très bien, pour nous à Moscou. On est encore un hiver assez léger là. On n'est pas vraiment rentré dedans. Pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, à Moscou, tu vois pas trop que le pays est en guerre. En fait, tout se passe relativement de manière habituelle, tout fonctionne. Les magasins sont pleins. C'est pas du tout ce que j'imagine, ce qu'on peut s'imaginer en Occident. Voilà, donc l'humeur est grave parce que malgré tout, il y a à terme, il y aura 500 000 soldats russes sur le front, mais ça se voit pas trop en fait dans la vie de tous les jours. À Moscou en tout cas. Bon, eh ben c'est très bien. Merci Xavier. De te poser la question. Est-on en guerre froide, en guerre tiède ou en guerre chaude en ce moment? Xavier, c'est à toi. Je pense qu'en fait la guerre froide c'est pas terminée en décembre 1991. Je pense qu'elle continue jusque là et que Washington et Londres, puisque c'est quand même eux qui mènent la danse, on le voit en ce moment, n'ont pas pris cette possibilité, cette opportunité de vraiment de créer un nouveau monde à partir de la défaite entre guillemets de l'Union soviétique. Et donc ils ont voulu au contraire utiliser cette suprématie qu'ils avaient du point de vue économique, non seulement dans les faits mais également du point de vue du modèle économique qui était l'économie de marché, et également le fait que tout le monde post-soviétique était précipité soit dans des guerres civiles dont on a encore les conséquences, par exemple c'est ce que vous voyez entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ou alors en Yougoslavie, et évidemment aujourd'hui en Russie, puisque ce à quoi on assiste entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre civile. À part quelques provinces dans l'ouest de l'Ukraine, en fait tout ça ce sont des Russes qui s'entretuent, ou plutôt des Russes qu'on se fait s'entretuer pour de mauvais motifs. Donc en fait, je pense que la guerre froide ne s'est jamais terminée et que les anglo-saxons qui l'ont menée ont voulu pousser leur avantage au maximum. Et que pendant toute la période Yeltsin, en fait, Boris Yeltsin ne pouvait rien y faire parce que la Russie était corrompue, affaiblie. L'armée russe n'était que l'ombre d'elle-même. Il a suffi de regarder la première guerre en Tchétchénie et même la deuxième qui a été gagnée, mais très, très difficilement. Et donc, en fait, ils n'ont fait que subir. Le pays était hyper endetté. Et puis est arrivé Vladimir Poutine, et lui, il avait un programme. D'ailleurs, quand on retrouve ses textes dans les quelques déclarations qu'on a de lui dans les années 90, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui avait déjà un programme et une idée générale de ce qu'il voulait obtenir. Et lui, il a passé ses 2 premiers mandats à assainir le pays, détruire la mafia, mettre au pas les oligarques, reconstruire l'armée petit à petit, et effectivement, ça n'a pas plu à ceux qui voulaient continuer la guerre froide, qui n'avaient tenu aucune des promesses qui avaient été faites à Gorbatchev, notamment par George Bush père. Et donc on arrive à un moment où la Russie était un peu comme la France en 1936, au moment de excusez-moi, pardonnez-moi de faire de la réduction ad Hitlerum, mais je compare pas à Hitler, mais c'est juste que historiquement, c'est à peu près le même enjeu qui est apparu pour la Russie, c'est-à-dire qu'en 1936, les Allemands remilitarisent la Rhénanie, ce qui est interdit par le traité de Versailles, et à ce moment-là, la France a le choix et a le droit, du point de vue des traités, en fait, d'envoyer son armée en Rhénanie pour contrer l'armée allemande. Et en plus, on sait aujourd'hui que l'armée allemande n'avait pas de munitions, puisque l'Allemagne de 1936 est extrêmement affaiblie, et qu'en plus, Hitler fait ça parce qu'il est également affaibli, il y a une crise économique dans son pays, et donc il fait ça pour détourner l'attention. Et décision est prise par le gouvernement de l'époque de ne rien faire, parce que pas de soutien de l'Angleterre, parce que le général Gamelin, qui est le généralissime qui commande notre armée à cette époque-là, dit non, c'est trop risqué, l'armée allemande est trop puissante. Voilà, donc résultat, on n'a rien fait en 36 et on a eu 1940. Et Vladimir Poutine, il est en fin 2021, début 2022, dans la même situation que la France en 1936. Sauf que lui, il décide de faire autrement.
et ils déclenchent cette opération spéciale, militaire spéciale, dans laquelle on est dans laquelle on est jusqu'à aujourd'hui et qui est finalement un nouvel épisode de cette guerre froide, pour répondre à ta question, Chloé, qui ne s'est jamais arrêtée. Comment se passe la situation en Russie depuis là où tu nous parles, les bombardements au niveau de, je ne sais pas, l'état des lieux de cette guerre qui a commencé il y a 8 ans, on le rappelle. Bon, ça c'est en Ukraine et puis qui s'est étendu à la Russie depuis février de cette année. Ben oui, surtout que maintenant la Russie a étendu ses frontières elle s'est réunifiée avec 4 des provinces qui faisaient partie de l'Empire russe, c'est-à-dire la province de Kherson, la province de Zaporozhye, la province de Donetsk et la province de Lugansk. Donc, lorsque tu me demandes ce qui se passe en Russie, je vais te répondre dans les frontières, les nouvelles frontières. Donc, mais plus sérieusement, il faut voir qu'en Russie, on n'a pas vraiment l'impression d'être en guerre, sauf, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons, depuis la mobilisation, puisqu'il y a une partie assez modeste de la population masculine qui a été mobilisée. Donc en fait à Moscou, honnêtement, tu vois pas de traces de la guerre, sauf que t'as des panneaux d'affichage quand il y a un héros, une action héroïque. Donc là, quelqu'un qui a été un soldat russe qui a été héroïque, il y a un panneau marquant que c'est un héros de la Russie. Et également dans les médias, mais moi je regarde pas trop les médias, même russes. Jamais les médias français, mais même rarement les médias russes. Donc voilà. Donc la guerre est présente, on va dire, dans les mots et dans l'information, mais tu la sens pas. Tu la sens pas. Les magasins sont pleins. Comme j'avais dit, le prix de l'essence n'a pas bougé depuis le mois de février. Et comme la Russie produit à peu près tout ce dont elle a vraiment besoin, je parle pas des semi-conducteurs et des microprocesseurs où là c'est plus compliqué, mais dans la vie de tous les jours tu vois pas la différence. T'as une grosse inflation au début de l'année, mais aujourd'hui elle a pas concerné, en plus elle concerne pas le pain, elle concerne pas encore une fois l'essence, l'électricité, rien de ce qu'on peut connaître de ce que j'ai vu quand j'étais en France. En Europe occidentale. À la frontière russe, donc au nord de l'Ukraine, là dans la région de Belgorod, de Koursk, de temps en temps, tu as des bombardements, donc des tirs qui viennent de Kiev et ce qu'ici on appelle des diversantes, c'est-à-dire des unités, des saboteurs en fait qui viennent faire sauter une ligne électrique. Ça a été le cas encore, je crois, hier ou aujourd'hui. Mais c'est tout de même à la marge. Donc je veux dire, la Russie, dans ses frontières d'avant le 24 février, elle est plutôt tranquille. Faut dire la vérité. Et économiquement, elle s'en sort pas trop mal et de toute manière beaucoup mieux que l'Europe actuellement. Dans ces nouvelles frontières, là, c'est plus compliqué parce que, eh bien, on est toujours dans une situation de guerre. Donc ici, on appelle ça opération spéciale, mais maintenant même le terme de guerre est utilisé parce que c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'elle est perçue, qu'elle est expliquée. Et en fait, on est ce que j'estime être la deuxième phase. La première phase ayant duré de février à juin, c'est-à-dire qui a consisté à la Russie pour s'emparer notamment de Mariupol, alors de Kherson, mais je pense que Kherson n'était pas prévu dans l'opération, c'est allé beaucoup trop loin, et de détruire l'armée ukrainienne. Je pense que l'armée ukrainienne telle qu'elle était en février, elle a été détruite au mois de juin, on va dire, à peu près. Et au mois de juin, on a également eu la libération complète de la province de Lugansk, donc qui est la province au nord-est, une des 4 provinces. Elle a été complètement libérée et n'a pas été reprise. Et donc dans cette province-là, on va dire que les choses sont plutôt calmes, sauf sur la ligne de front, mais ça touche pas vraiment l'intérieur des terres. Dans la région de Donetsk, donc qui est plus au sud, là, tu as encore à peu près 30 à 40% du territoire à libérer, et c'est là que c'est le plus dur. Et c'est là qu'est l'effort principal de l'armée russe. Et c'est ça que notamment je vois de temps en temps quand on m'envoie les informations sur les chaînes de télévision françaises, c'est que c'est quelque chose qui est complètement ignoré. C'est-à-dire que là, le principal effort militaire russe a toujours été depuis le début dans cette région du Donbass. Pourquoi ? Parce que pendant 8 ans, l'armée kievienne et l'OTAN ont construit des lignes de fortification d'une qualité exceptionnelle et qui prennent énormément de temps à prendre, dont il faut s'emparer. Et comme les Russes sont très prudents parce qu'ils ne veulent pas de grosses pertes humaines, eh bien, ils y vont lentement.
avec énormément d'artillerie, puisqu'ils ont des ressources en artillerie qui sont les premières au monde, qui sont colossales. Et donc là, effectivement, les combats continuent. L'armée russe avance, elle a toujours avancé depuis le début, régulièrement, mais lentement. Après, tu as la région de Zaporozhye, donc qui est la région plus à l'ouest, où là, on en a parlé parce qu'il y a une centrale nucléaire, qui est la plus grande centrale nucléaire en Europe, et dont les Russes se sont emparés très très rapidement. Et que les Ukrainiens ont voulu reprendre en la bombardant, en créant un scandale international, en faisant croire que les Russes bombardaient la propre centrale nucléaire qu'ils contrôlaient, alors qu'ils ne bombardent aucune des centrales nucléaires qui restent sur le territoire kievien. Ça veut dire que c'est comme si les Russes bombardaient la seule centrale qu'ils contrôlent. Donc évidemment, c'est n'importe quoi. Et puis vous avez plus à l'ouest donc cette 4e région qui s'appelle Kherson, dont on parle beaucoup en ce moment, et dont en fait les Russes contrôlent aujourd'hui 60% sur la rive gauche du Dniepr. Donc le Dniepr, c'est un fleuve qui descend jusque dans la mer Noire, et 60% de la région de Kherson est sur la rive gauche, et les autres sont sur la rive droite, et la capitale donc de la région, Kherson, est sur la rive droite. Et les Russes ont annoncé hier qu'ils abandonnaient la capitale parce que c'était trop compliqué, trop coûteux, et surtout, à mon avis, parce qu'ils avaient peur que les Kieviens détruisent le barrage hydroélectrique qui se trouve en amont, et ce qui aurait provoqué une catastrophe écologique, et qui aurait en même temps vidé le canal de Crimée Nord. C'est-à-dire que le barrage, en fait, permet d'avoir un niveau d'eau suffisamment élevé pour que l'eau s'écoule dans le canal qui amène l'eau du Dniepr jusqu'en Crimée. Donc voilà, pour des raisons à la fois, je dirais, écologiques, pratiques et militaires, les Russes ont décidé de se replier sur la rive gauche. Voilà où on en est. Ce qu'on peut dire également, c'est que l'armée ukrainienne aujourd'hui l'armée ukrainienne a été détruite au mois de juin. Aujourd'hui, on a une armée ottano-kievienne avec beaucoup de mercenaires, beaucoup de Polonais, beaucoup d'Américains. D'ailleurs, il y a des annonces régulières de mercenaires américains qui se sont fait tuer sur place. Il y a des Canadiens aussi également là-dessus, parce qu'il y a une grosse diaspora ukrainienne, et je pourrais même dire, je suis désolé, ukro-nazi, au Canada depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une autre armée auquel la Russie s'attaque. Et faut garder en tête, pour comprendre ce que font les Russes, c'est que les Russes ne veulent pas de pertes humaines disproportionnées par rapport à l'enjeu. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'a dit le général Sourovikine qui commande l'opération hier quand ils ont abandonné le Dniepr, la rive droite du Dniepr. Il a dit, de toute manière, effectivement, on aurait pu tenir, les Russes auraient pu tenir la rive droite, la ville de Kherson, mais il aurait fallu envoyer des renforts. Ça aurait été compliqué parce que, encore une fois, le barrage aurait été détruit, donc inondation, de grosses pertes, et les Russes ne veulent pas ça. Les Russes ne veulent pas faire Mariupol, en fait, du côté ukrainien. Donc voilà, ils récupèrent leur masse de manœuvre, et donc je pense que ce à quoi on va assister, c'est des offensives russes dans le nord-est de l'Ukraine, et de toute manière, les Russes considèrent que le temps joue pour eux, et je pense qu'ils ont raison. Parce que leur économie tient très bien. Le rouble est plus fort qu'il l'était avant le début de l'opération. Les embargos sur les exportations d'énergie sont en train d'échouer, puisque la Russie est un producteur tellement important que quand elle baisse sa production, en fait, les prix augmentent, donc elle gagne autant d'argent en vendant moins. C'est ce qu'on observe depuis le mois de mars. C'est ce que comprend toujours pas Bruno Le Maire, ou Van der Leyen. Diplomatiquement, c'est un pays qui n'est pas du tout isolé. Il y a 80% en fait de la planète qui soit n'en a rien à faire de ce qui se passe en Ukraine, soit est même plutôt favorable à la Russie. Et on a vu notamment des renversements vraiment impressionnants. On a vu l'Arabie Saoudite se mettre d'accord avec la Russie pour limiter de 2 millions de barils jour les productions de pétrole, envoyer sa demande d'adhérer au BRICS, donc cette espèce d'anti-G7. On a vu l'Algérie en faire autant. On a vu des tas de puissances considérées comme moyennes, mais qui finalement s'industrialisent, montent en puissance, et qui en ont ras-le-bol des Occidentaux. Il faut dire les choses comme ils sont. Ils en ont ras-le-bol. Et donc, le dernier objectif, donc l'objectif de destruction de l'économie russe a échoué, isolement diplomatique ça a échoué. Le dernier objectif, et ça les Russes l'ont bien compris, c'est de saigner au maximum l'armée russe pour tuer le plus possible de soldats russes. Voilà. Donc c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible, parce que je pense que
personne n'est totalement idiot au Pentagone et tout le monde a bien compris que tôt ou tard la Russie va gagner. Mais le but, c'est que ça lui coûte le plus cher possible et que ça saigne à sa population masculine. Et pour l'instant, ce but échoue parce que les pertes russes sont limitées. Et donc voilà. Voilà en gros pour résumer de manière. Après, on peut rentrer dans le détail, mais la situation actuelle. Ça nous donne